On savait quand même pas trop à quoi on s'attendait avec les conteneurs. On savait pas souder. J'avais jamais utilisé une disqueuse. On a économisé des milliers d'euros sur ça. Pour donner un ordre d'idée, c'était 5 € l'équerre. Et nous, on les touchait à 60 centimes. Plus ça avance, plus il y a des postes que tu as envie de faire, de voir ce que ça va donner. Et du coup, tu t'es motivé en permanence. Comme tout le monde nous a dit, dans ces moments-là, faut se forcer à arrêter. Salut les pingouins! Salut! Aujourd'hui, je suis chez Yann et Alicia qui ont autoconstruit leur maison en conteneur. Donc, on va visiter ça, puis ils vont me parler de leur projet. Donc on a 4 conteneurs en haut, un là-bas, un ici, un là. Et on voit bien, à chaque fois, on est venu renforcer avec des poteaux. Il faut vraiment en fait combler le fait que tu aies enlevé un élément de structure par un autre, dans tous les cas. On n'aurait pas pu ouvrir si on n'était pas venu renforcer avec nos poteaux et nos UPN. Ou alors il aurait fallu mettre des poteaux. Enfin, il y avait d'autres. Nous, le but c'était vraiment qu'il n'y ait pas de poteaux qui viennent au milieu de la pièce. En fait, dans un container, les parois en acier, elles sont pas très importantes, mais il y a un cadre tout autour. Il y a donc ce qu'on disait les coins ISO, les 4 coins avec des gros poteaux à chaque angle, et après il y a des traverses. Et c'est vraiment ces traverses-là qui sont importantes. Donc, si t'enlèves le milieu, nous avec la charpente, etc., on a dû renforcer ces traverses. Mais si toi, par exemple, tu viens ouvrir et carrément enlever la traverse, tu pourras, enfin, si tu renforces pas, c'est pas possible, quoi. Comme ici pour les portes, on peut se dire sur les 12 mètres, enfin, là pour le coup, on n'a quand même pas enlevé non plus, tu vois, sur une ouverture de porte, t'enlèves pas beaucoup, mais tu renforces quand même. Donc là, on est venu encore renforcer avec des tubes de 40 à chaque fois qu'on a fait notre ouverture. Mais où on a vraiment galéré pour garder ces murs en acier, c'est qu'ils étaient vraiment abîmés. Donc, tu vois, comme on voit là, il y a tous les coûts de manutention, tu vois, il y a même des plaques ressoudées par rapport à l'étanchéité. Je pense qu'à l'époque, il devait y avoir un trou sur le port, ça devait couler dans le conteneur. Donc du coup, ça c'est pas nous qui l'avons fait, c'était vraiment déjà fait, quoi. Donc ça, on a mis 2-3 mois juste à poncer, enlever la rouille, tout lessiver, repasser une couche de peinture anti-rouille en fait. Alors à la base, on voulait vraiment, on a essayé de prendre des peintures à l'eau. On voulait pas d'essence, on voulait pas de choses comme ça. On a fait plein d'essais dans les chambres, mais les conteneurs étaient tellement abîmés, et pourtant on a utilisé des peintures à l'eau époxy, ils ont réussi à créer ça, les mecs. Peinture à l'eau époxy, et malgré ça, ça faisait ressortir la rouille, quoi. Donc, et puis quand tu repeignais encore par-dessus, tu voyais quand même. Donc on s'est plié, on a pris des peintures à l'essence A+, on a fait attention, on a pris des choses à air intérieur quand même correctes. On a eu un coup de main pour le toit, il y en a qui sont venus pour l'étanchéité. Nous aider à souder, enfin pas à souder, mais voilà, à préparer, disquer. Comme ça, ouais. Disquer la peinture avant les soudures, ça au début, quoi. Beaucoup au début, puis après... On était souvent tous les deux, ouais. Mais après, faut savoir que... C'est normal, c'est notre maison. Que toi, enfin, tu fais bien parce que c'est pour toi et que tu sais qu'il faut faire les choses correctement. Alors que... Quand les autres les gens viennent nous aider, mais c'est super sympa qu'il y ait de l'aide, tu vois. Mais t'as l'impression que ils mettent pas autant de cœur à l'ouvrage que nous, parce que nous, on sait qu'on va le faire qu'une fois, qu'on va pas le refaire et que c'est pour nous. Et cette intensité que nous on met, bah des fois on a l'impression que les autres ils le mettent pas. C'est pas que c'est bâclé, mais c'est que t'as l'impression que c'est pas fait comme t'as envie. Donc finalement, pour le refaire derrière, on se dit, on préfère le faire nous et comme ça tu le fais pas 2 fois non plus, quoi. Mais voilà, pour les choses lourdes, des choses où il n'y a pas besoin de précision, quoi. Des fois, voilà. On a eu besoin pour ça. Oui, il y a eu 2-3 trucs où on a eu de l'aide, ouais. Les conteneurs, ça nous a coûté 25 000 €, donc 80 pieds, 40 pieds, livrés et déchargés. Après, on rajoute 1 500 € de grue. Une demi-journée de grue. Quand vous achetez un conteneur, effectivement, il y a des normes, c'est normalisé. Donc, comme elle dit, il y a les derniers voyages, c'est souvent avec ça avec quoi on fait une maison, parce que ils sont abîmés,
mais ils sont encore étanches. Donc ils peuvent encore voyager. C'est pour ça, le dernier voyage, les compagnies maritimes peuvent les utiliser. Ils sont censés être étanches. Mais ils sont plus gagnants à les revendre plus cher à faire autre chose que de les utiliser encore et encore sur leur bateau, sachant qu'il y a quand même des réparations à faire, quoi. Mais ceux du bas, eux, c'est des premiers voyages, hein. En gros, ceux du bas, ils sont pratiquement neufs, hein. On voulait vraiment du dernier voyage, parce que le but à la base, c'était pas d'utiliser c'était d'utiliser des conteneurs qui traînaient, quoi. Bah, en fait, on a été bloqué par le PLU, encore une fois. Ça, c'est vraiment à prendre en compte quand on fait la maison, parce que on était limité sur la largeur, parce que vous devez être à 4 mètres de vos voisins. Et donc, on voulait, notre maison de base, c'était 4 en haut et deux grands en bas, mais de travers, en bas. Dans l'autre sens. Sauf que ça dépassait 2 mètres ou 1 mètre des deux côtés. Donc, il aurait fallu découper les conteneurs de manière entière, refaire une structure entière, ce qui allait nous coûter au final presque autant d'argent que de racheter 4 petits neufs, quoi. Donc, on a vraiment aussi beaucoup réfléchi sur ça, parce que l'idée d'acheter des neufs, c'était pas du tout le but, quoi. Alors, ils sont pas neufs, mais voilà. Le but, c'était de recycler vraiment des vieux. Mais on a été obligé de faire des compromis, comme tout le temps, quoi. Pour continuer sur le budget, par exemple, les fondations, la maçonnerie, sur les plots béton, les pilotis, ça nous a coûté 15 000 €. Après, ça c'est pareil, ça dépend du terrain. Nous, on a beaucoup décaissé parce qu'on a beaucoup de pentes. On est en zone sismique et terrain argileux, donc on a dû faire des fondations qui vont jusqu'à presque 3 mètres dans le sol, alors que en fait, ça dépend vraiment de chaque projet. Nous, c'est ce que ça nous a coûté. L'acier nous a coûté aussi beaucoup d'argent et surtout l'étude structure. C'est-à-dire que ça, c'est à prendre en compte dans le budget, hein, vraiment. Bien en amont de la maison, avant de commencer quoi que ce soit, on avait dépensé 20 000 € déjà. Que d'études. Que d'études, entre l'architecte, bureau d'études structure, les études de sol. Ça nous a coûté 20 000 €. L'acier, on en a eu pour 6-7 000 € d'acier, et encore, c'était avant, encore une fois, l'augmentation des prix. Le terrain, on l'avait acheté 100 000 €. 100 000, ouais. En gros, on a emprunté 300 000 € quand même à la banque, terrain compris, mais maison finie. C'est-à-dire que là, il nous reste des sous à la banque, dans le prêt. Quand le bas sera fini, vraiment avec le crépi, puisqu'on a déjà tout, donc on a un projet, on va dire, allez, si on doit grossir le trait, on a un projet à 350 000, quoi. Mais avec une maison qui fera 160 mètres carrés, habitable, plus 15 mètres de garage, 15 mètres carrés de garage, plus 38 mètres carrés de terrasse. Sur 2000 mètres carrés de terrain. Voilà. Donc si on redivise au mètre carré le prix de la maison, on va être autour, j'avais déjà calculé, on sera autour des 1500 € le mètre carré. Sachant qu'on a tout fait nous-mêmes, on s'est fait plaisir sur certaines qualités de matériaux aussi, hein. Tout ça, c'est à prendre en compte dans un budget, hein. On peut pas comparer. Tout n'est pas comparable du tout. Si tu mets de la laine de verre partout, des fenêtres en PVC, une cuisine d'artiste, c'est sûr que ça va pas te coûter 300 000 €, quoi. C'est pas évident, en fait, de te projeter dans une pièce vide et te dire, là, il y aura ton poêle. Donc, en fait, ça, c'était un gros débat de savoir où on va mettre ce poêle. Du coup, on l'a décalé pour se dire, si un jour on n'en veut plus, il sera plus sur le côté et il nous gênera moins. Mais avant de se prendre cette décision, on avait fait un premier trou à la mèche. On a percé un petit trou et on s'est dit... On a dit stop, on le décale. Donc toute la journée est passée qu'on a géré ça, etc. Puis le soir, bien sûr, personne n'a repensé à boucher le trou. Bien entendu, c'était sur ce qu'on appelle une onde négative, donc une partie basse du conteneur. Bien entendu, il n'y a plus. Et on est arrivé le lendemain, on avait fini tout notre plancher, hein. On est arrivé le lendemain, par vapeur, inondé, OSB. inondation de fou. Il y avait vraiment beaucoup plu. Il y avait, on ment pas, franchement, 5-10 cm d'eau sous l'OSB, sur le pare-vapeur. Et heureusement, l'eau n'a pas traversé le pare-vapeur, mais on a dû casser la moitié du salon en OSB. Donc on a tout enlevé l'OSB. Donc là, franchement, on a chialé un peu parce que c'est terrible. Quand t'as posé tout ton plancher et que tu dois le redéfaire, c'était horrible. C'était dur. On a commencé à regarder les maisons, etc. Et on voyait, c'était vraiment une question de budget. On a vu des prix excessifs et pour des choses où il fallait remettre beaucoup d'argent pour avoir quelque chose qui nous ressemblait, qui nous plaisait. Du coup, on a dit, on avait déjà en fait moi j'avais déjà fait un petit studio et du coup tous les deux, pour économiser de l'argent, on avait déjà fait des travaux ensemble pour la salle de bain. En fait, on avait refait une petite salle de bain dans cette petite garçonnière
pour y vivre et pour économiser un peu d'argent. Et on avait dit, bah franchement, on se sent capable de faire notre projet et on va économiser de l'argent, on va faire quelque chose qui nous plaît vraiment. Et c'était vraiment, voilà, c'était vraiment le but. Le premier but, c'est vraiment économique, tout en ayant quelque chose de mieux, quoi, de mieux pour le même prix. On s'est rendu compte qu'on avait du mal à se projeter dans des maisons qui étaient déjà construites. Et on avait du mal à se projeter aussi dans de la réno, dans le sens où il peut vite y avoir des mauvaises surprises. J'avais zéro base. Bah, la première que t'as eue, c'est la cabane, quoi. La cabane, ouais. À l'époque, j'avais juste retapé le garage parce que de mes parents, parce qu'ils prenaient l'eau et tout. Après, je me suis un peu chauffé, j'ai commencé à isoler tout ça, un peu de placo, nanani nana. Moi, j'aimais bien ça. Je lui ai pris le goût, vraiment. Donc au début, c'était vraiment un petit endroit pour faire un peu la fête entre copains. Et puis après, c'est devenu un petit peu ma chambre, quoi, un peu à part de la maison. Et puis quand on a commencé à vivre ensemble, etc., qu'on a eu ce projet, Ouais. elle s'est vraiment motivée. En 3 semaines, on avait fait la salle de bain. On a envoyé. Elle était pas partie en vacances, annulé ses vacances pour le faire. Et là, je me suis dit dans la tête aussi, j'ai confiance en elle, quoi. Je sais que si on doit bosser, elle le fera. Et elle, voilà, courage, quoi, courageuse à fond. Après, là, on a quand même beaucoup bossé le bois. Donc, c'est vrai que c'était sympa. Enfin, je trouve que c'est quand même... À l'époque, tu veux dire ? Ouais, à l'époque, c'est un beau matériau à travailler, mais après, on savait quand même pas trop à quoi on s'attendait avec les conteneurs, parce que du bois, il y en a, mais il y a quand même un maximum de ferraille et que c'était quand même pas les mêmes outils. On savait pas souder. On n'a jamais soudé, j'avais jamais utilisé une disqueuse. Ouais. Toi, bah, on travaillait pas du tout ce matériau, quoi. C'était vraiment du bois, du placo, enfin, c'était classique, quoi. Ouais, du coup, les conteneurs, en fait, moi, j'ai fait mes études dans le nord de la France, et c'est des constructions quand même très scandinaves, qui viennent vachement des pays du Nord. Et donc, il y en avait à Lille. J'en avais vu 2-3, mais c'était plus des habitations étudiantes. Plus comme des petits motels à l'américaine où chacun sa pièce dans un conteneur et tout ça. Et donc à l'époque j'avais bien kiffé l'idée et j'avais retenu ça dans un coin de ma tête. Et quand on s'est dit bon allez, il faut qu'on se fasse un truc à nous, un truc cool, on a commencé à se dire ça nous plairait beaucoup. Le style indus, on adore, etc. Ça c'est vraiment personnel. On avait découvert un couple sur Instagram, Kylian Chestel et Camille CMP, qui étaient en fait en plein dans la construction de leur maison en conteneur. Et ça nous plaisait. Ouais, et c'est vrai qu'en fait on trouvait leur aventure, ça nous a vraiment captivés. On s'était dit c'est ouf ce qu'ils font, et on les a suivis en fait du début à la fin. Ce qui était intéressant, c'est que à l'époque on en parlait très peu encore, et que c'était difficile de se projeter dans le sens où il n'y avait pas de retour, il n'y avait pas trop de bouquins sur internet, il y avait quand même pas grand chose. Au début, on s'est quand même un peu jeté dans la gueule du loup en mode on a envie de faire ça, mais on avait encore, on avait qu'un livre, quoi. On avait un petit livre. Après, avec un ami à nous, on en discutait souvent. Lui aussi, il avait ce projet. On en discutait beaucoup. Et puis franchement, on s'est lancé dans le sens où quand on a pris la décision de le faire, on est allé voir un architecte. On avait la chance d'avoir le père de ma meilleure amie qui est architecte, Jacques Gerbe, sur Bourg-en-Bresse. Et du coup, lui, il nous a conforté dans l'idée de se lancer un peu dans le projet d'une vie, quoi. En fait, nous, on est arrivé avec notre projet. Vraiment, on a pris des petits conteneurs. On a fait des petits conteneurs en papier. On les a mis dans plein de positions. Parce qu'on avait trouvé le terrain avant. Donc, le terrain, on l'avait. On a même fait une maquette du terrain. Et du coup, on avait fait des tout petits conteneurs en carton qu'on avait posés pour voir ce qui était faisable, pas faisable en fonction du PLU, toutes les règles à respecter quand on construit une maison, quoi. Et lui, il nous avait vraiment conforté dans l'idée. Il nous avait dit vous inquiétez pas, c'est quand même possible, etc. Puis après, on est quand même passé par pas mal de bureaux d'études. Pas tout de suite quand même. Hein. Il y a eu beaucoup de ça, faut le dire aussi. Hein. Vu que c'est pas commun, il y a eu beaucoup de tentatives de leur part de nous faire abandonner. C'est normal, ils mettent leur décennale en jeu. Ouais, voilà. Donc forcément. Des gens comme nous, pas du métier, rien à voir, qui se mettent dans une construction. Ils nous prenaient pas trop au sérieux en fait. Ils se sont aperçus que voilà, on avait étudié le truc, surtout avec l'architecte aussi, et du coup au final c'est passé. Il a dû se passer au moins 1 an et demi, facile, parce que entre temps on a dû trouver le terrain, que le terrain s'y prête. Après on est tombé période Covid.
Donc du coup, on a eu un premier permis qui a été refusé. Après les études, ça a mis du temps parce que Covid est passé, donc les études ont été repoussées. Le terrain, en fait, il n'était pas à vendre à la base. C'est-à-dire que le terrain, on l'a vu. Moi, je me suis dit, il y a une maison à droite, une maison à gauche. Forcément, il y a une petite partie constructible. Donc, on est allé chercher le PLU, on a pris le cadastre, on a trouvé cette partie constructible. Et on a dit, je suis allé en mairie, j'ai demandé à qui était la parcelle. La dame malheureusement était décédée, donc c'était à ses enfants. Une indivision, donc ils étaient 3. Donc il a fallu contacter les 3 propriétaires qui se mettent d'accord. Ça a mis du temps. Après on a négocié bien sûr, hein, comme dans tout. Et puis après, donc le maçon a fait ses coffrages. Comme on disait tout à l'heure, il y a eu le bureau d'études structure nous a donné tout un feuillet en fait sur les dimensions de tout ce qui était renfort acier et structure béton. Donc nous, on n'a pas voulu trop endommager le terrain naturel. Donc là, en fait, le prêt, il a juste décaissé pour venir récupérer la hauteur des containers. Mais là, par exemple, on est presque à la hauteur normale du terrain. Donc il est venu faire ses petits plots béton. Le terrassier a fait quand même des gros trous d'1 mètre, 1 mètre 20 de diamètre. Ça c'était le bureau d'études structure et surtout sur entre 2 mètres et 3 mètres de profondeur pour aller chercher ce qu'on appelle la bonne terre pour que ça soit costaud parce qu'on est en zone sismique 3 aussi. Et puis du coup nos 8 conteneurs étaient commandés sauf qu'il y a eu un couac et 4 de nos conteneurs sont partis ailleurs. Ont été récupérés par une agence maritime en fait. Voilà. Par besoin. En fait, ils ont dû se débrouiller pour nous en trouver 4 autres. Qu'on puisse commencer, parce que c'était un peu le b.a.-ba. Surtout que c'était ceux du bas, et que si on n'avait pas posé ceux du bas, ceux du haut pouvaient pas être là. Donc des gros camions qui sont arrivés, avec... on a prévu une grosse grue, une grosse grue qui s'est mise en pente là-haut sur le terrain. On avait fait barrer la route au préalable par la mairie, parce que c'est un petit chemin, C'était sympa, le village était content. Et du coup, voilà, ils sont venus, ça a posé d'abord les conteneurs du bas, les petits conteneurs en bas en fait, l'un après l'autre. Que voilà, la veille on avait bien vérifié que tout soit carré. Au-dessus des câbles, alors ça c'était. Ouais, ceci les voisins ont eu bien peur pour leur toit parce qu'ils les montent. Ils ont l'habitude, mais c'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Et puis après, les grands conteneurs par dessus. Donc là, on était content. Première chose aussi qui est bien passée, c'est au niveau de la hauteur des plots béton. On est arrivé, c'était de niveau. Là, on remercie le maçon aussi. Et puis voilà, en une demi-journée, la maison a apparu, quoi. Le volume est apparu. C'est ça qui est cool avec les conteneurs aussi, c'est que en une journée ou une demi-journée, on a le volume de la maison, quoi. Première chose qu'on a fait, c'est les souder aux platines. Donc chaque coin ISO, ce qu'on appelle les coins ISO, voilà, c'est les gros carrés, c'est là où arrivent toutes les charges du conteneur. On a soudé aussi les conteneurs entre eux. Au coin ISO. On a aussi renforcé, puisque normalement les conteneurs sont censés être coin ISO sur coin ISO, sauf que là ils débordaient de 2,50 m. Donc on a dû à l'intérieur des conteneurs renforcer avec une barre pour pas qu'en fait la traverse s'affaisse, quoi. Soutenir la partie conteneur qui repose hors coin ISO, voilà. Quoi. Ça c'est l'étude structure, BTEC structure qui nous avait donné le fascicule en fait, et on a suivi un peu à la lettre. Les dimensions, voilà, ça on l'a pas inventé, hein. On a eu de l'aide sur ça. Après on est venu faire les jambes de force aussi. Donc ça c'est une idée qu'on a eue avec le bureau d'études. Nous on voulait pas de gros plots en plein milieu. Du coup on est venu faire des renforts. Alors là c'est pareil, trouver le bon degré avec le bon degré avec la disqueuse, pas simple. On a passé des heures et des heures à trouver le bon degré pour qu'il y ait très peu d'écart pour pouvoir souder. On a soudé les conteneurs entre dessous, dessus et pareil sur le toit. Et là ça c'était le plus long parce qu'il y a 12 mètres linéaires. Et ça c'était l'étanchéité passive. Souvent en fait quand les gens ils construisent une maison conteneur, ils sont pressés d'ouvrir les conteneurs entre eux et de créer du volume. Sauf que c'est une petite erreur parce que si on ouvre les conteneurs entre eux, il y a de l'eau qui va couler à l'intérieur des conteneurs. Donc faut savoir être patient, faire une étanchéité passive avant la toiture, puis venir mettre une petite étanchéité, quoi. Et après on s'est mis à ouvrir. Donc on a juste tout simplement découpé les conteneurs, puis et puis après on a renforcé à nouveau, quoi. On mettait des tréteaux dès qu'on coupait pour pas que ça s'affaisse non plus. On mettait des tréteaux, puis après on est venu mettre des poteaux en acier. Des UPN, comme dans une maison normale un peu, hein. On a refait un plancher sur le plancher des containers. Et en fait, on avait acheté des conteneurs plus hauts. Et ça, on avait prévu, voilà, pour pouvoir réisoler à l'intérieur du plancher.
pour à la fin avoir 2,50 à peu près fini comme une maison normale. Parce que nous, on voulait vraiment garder cet aspect conteneur en dessous. On voulait pas y cacher, parce qu'on aurait pu isoler effectivement comme tout le reste par dessous, mais on voulait garder cet aspect conteneur qu'on voit un peu à l'extérieur. Et ensuite, on est passé au placo. Ah non, menuiserie, ouais. Du coup, on découpait l'acier. L'acier, il est très très fin dans les conteneurs. Il fait 2 à 3 mm, pas plus. Hein. Donc, il a fallu recréer un cadre. Il a fallu recréer un cadre acier. Donc à chaque fois qu'on ouvrait, donc on prévoyait de bien faire pas trop, enfin vraiment précis, on a refait un cadre en acier, donc on soudait 2 poteaux, on soudait 2 traverses haut et bas, et on venait poser la menuiserie avec un cadre en bois, donc c'était des menuiseries alu, mais on a refait un cadre en bois pour faire une petite rupture de pont thermique, et on venait visser tout simplement dans notre cadre en acier. Ça dépendait dans quoi on tombait. Quand on faisait vraiment un cadre nous-mêmes avec de l'acier qu'on rajoutait, ça allait. Par contre, des fois, on s'est pris sur l'acier du container, sur des renforts du conteneur, et là, c'est pas du tout le même acier. Sur ça, on s'est un peu énervé 2-3 fois parce que le soir, c'était... C'était une journée où on était... Alors, au début de la journée, on était trop contents, on s'est dit trop cool, aujourd'hui on met la porte d'entrée. Genre, on s'est dit, fini l'échelle à traverser, passer par la terrasse pour rentrer. On s'était dit, la porte, ce soir, on a une porte. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme on l'avait imaginé. On a cassé toutes les mèches, on n'arrivait pas à visser. Dès que je mettais un vis, il cassait. Puis quand tu perces ta porte, que tu casses ton vis à l'intérieur, bah c'est mort. En gros, faut refaire un autre trou, quoi. Donc ça veut dire que tu commences à faire des trous plein ta porte. C'est pas super chouette. C'était tard, et on pouvait plus racheter de mèches. Et comme tout le monde nous a dit, dans ces moments-là, faut se forcer à arrêter. C'est le plus dur parce qu'on a envie de finir, mais il faut se forcer d'arrêter et revenir. Un petit trou d'1,50 m, on va pas partir, et puis on avait tout notre... Mais on l'a fait quand même, on a mis une petite planche de bois et puis on a dit on revient demain, on se calme. Puis au final, le lendemain, je suis allé acheter des meilleures mèches, je suis allé acheter des meilleures vis, et puis en 2 secondes, enfin en 1 heure, c'était fait le lendemain, quoi. Moi, je travaillais un week-end sur 2, donc il y avait des week-ends où il était tout seul. Moi, je suis à mon compte, donc fallait quand même continuer à faire tourner un peu mon entreprise, donc c'est vrai que faut gérer. C'est des années, c'est pas simple, mais faut garder le cap, quoi. Ouais. Puis, c'est pour ça qu'on s'était dit, on donne tout au moins sur 1 an, et parce que le but c'était de pas repasser un hiver dans la cabane. Déjà, surtout ça. Et puis on savait que ça allait être hard niveau cumulé de travail, chantier. Et puis c'est surtout que c'est mentalement et physiquement, c'est quand même, enfin faut le dire, c'est quand même dur, quoi. Dans le sens où t'as pas de maître d'œuvre. Enfin, le maître d'œuvre, c'est toi qui fais tes devis, c'est toi qui pense à prévisionner, c'est toi qui fais tout, en fait. Donc ça, toujours penser à tout, penser en amont à tes matériaux, à les faire venir, ça en pleine crise. Du coup, c'est vrai que c'était après ça se fait, hein. Ça se fait, puis nous on a pris du plaisir à le faire quand même. C'était cool, mais on essayait de garder du plaisir. 1 an à fond, c'est bien. Là, maintenant qu'on a pu emménager en haut, on se met moins la pression pour le bas, et je pense que ça va être aussi hyper sympa de faire le bas. Ouais. Dans le sens où maintenant on a plus de... Ouais, puis on a déjà fait un peu, on sait à quoi s'attendre, quoi. On faisait 19-22, quoi, en gros, tous les soirs. 22, ouais. Vu qu'on n'est pas loin, bah, ça nous permettait, voilà, de pas rentrer trop tard. Ouais, tous les soirs. Après, on a vraiment stoppé nos hobbies, pour le coup, vraiment. Moi, je faisais du rugby, des choses comme ça. Bah, on a tout arrêté, elle aussi. On s'est consacré à la maison pendant 1 an. Tous les soirs, tous les week-ends, nos vacances, c'était la maison. Ouais, on a pris peut-être 1 week-end ou 2 dans l'été, histoire de faire quand même autre chose. Mais il faut savoir que c'est dur quand tu construis ta maison de te forcer à arrêter. T'es tout le temps en train d'y penser, t'as envie que ça avance, donc partir ailleurs, faire autre chose. De te dire, d'un côté t'as envie quand même de couper, et d'un côté tu culpabilises, tu te dis si nous on le fait pas, ça va pas avancer. Ça va pas avancer, ouais. Donc voilà, on a avancé un peu à l'intérieur sur le placo, les cloisons, etc. Puis après il y a eu l'été qui est arrivé, donc là on a commencé à bosser dehors, et là on a refait une ossature bois à l'extérieur de la maison. Donc on est venu souder des équerres de bardage, donc des grandes équerres. On s'est beaucoup approvisionné dans les ressourceries
Les ressourceries, c'est des petites entreprises qui récupèrent, qui démontent les chantiers au lieu de les casser. Ils démontent les chantiers, des chantiers de déconstruction, voilà. Ils récupèrent du matériel et ils reconditionnent un petit peu, voilà. C'est des emplois. Et on peut trouver en fait des matériaux moins chers, qui sont tout à fait corrects, voire même des fois neufs, parce qu'en fait c'est des trop pleins de chantiers, et au lieu de les jeter à la déchetterie, ils les récupèrent, et on a économisé des milliers d'euros pour ça. Pour donner un ordre d'idée, c'était 5 € l'équerre, et nous on les touchait à 60 centimes, quoi. Donc sur 500 t'es gentil, quand il en faut 1000, presque entre le toit, les côtés, presque 1000 équerres, ça fait des sous, ouais. Mais là, du coup, souder les équerres, on venait faire l'ossature bois, dans laquelle on est venu mettre notre isolant, laine de bois, et ensuite le pare-pluie, et après les voliges. Nous, on voulait garder les volumes intérieurs, et surtout les murs en acier à l'intérieur. Donc, il fallait qu'on isole que par l'extérieur. Pour pas créer de pont thermique, on est venu remplir derrière chaque panneau de laine de bois. À l'intérieur, en fait, on est venu remplir de billes d'écographite. Donc on a fait pareil pour le plancher, puisqu'il y a des fois les conteneurs étaient collés dos à dos, donc on avait ça x2. On pouvait pas rentrer trop de matériel dedans. Donc du coup on a utilisé cette écographite, c'est de la suie expansée. En fait ils récupèrent de la suie, ils injectent un peu du lactose dedans et ça fait des petites billes 100% recyclées comme du polystyrène, quoi. Et en fait par électrostatisme, elles se collent et elles enferment l'air, et du coup ça isole, quoi. Donc ça c'était super bien parce qu'on pouvait en mettre de partout facilement, et on a rempli au fur et à mesure qu'on mettait un panneau, et comme ça on est sûr que là-dedans il n'y avait pas d'air frais qui pouvait faire un pont thermique, quoi. Là il y a 20 cm au mur, 2 x 10 en pose croisée. Au sol il y a 20 cm brut, 1 x 20. Et 30 en 20 plus 10. Pose croisée sur le toit. On voulait vraiment que ça soit étanche rapidement, donc on a posé direct, on a enchaîné avec la membrane EPDM. Qui faisait combien de kilos? Elle faisait 400, pratiquement 386 kilos, parce que on l'a un paysan du coin là, super gentil d'ailleurs, qu'on remercie énormément, qui est venu 2 fois de suite nous lever la membrane avec son télescopique et nous la poser sur le toit. C'est thermosoudé en usine en fait, donc la membrane, on lui donne les cotes et elle arrive avec les cotes qu'on a fournies. On n'a plus qu'à la déplier et à la coller. Et puis il faut pas te planter quand tu commences à la déplier, parce qu'elle a un sens, et qu'une fois qu'elle est dépliée à 120, tu peux pas la tourner comme tu veux. Donc ça c'était aussi bien marrant. Dans les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube ou quoi, ça a l'air facile de coller une membrane EPDM. Ça l'est sur 30, 40 mètres carrés, mais alors sur 120, ça a été vraiment galère. On a appelé beaucoup de monde parce qu'il fallait qu'on soit au moins 10 sur les 10 mètres. Pour pouvoir en fait la faire avancer sans pli. Le toit plat dans la commune est obligatoirement végétal. S'il n'est pas végétal, il est interdit. Donc ça aussi, ça nous plaisait aussi de toute façon de manière générale. C'est isolant en plus et ça protège la membrane EPDM des rayons UV. Exactement, ça augmente la durée de vie de la membrane EPDM. Donc tout est positif en fait. Ça fait comme une petite grotte troglodyte, dessous il fait toujours la même température. À chaque poste en fait, moi je regardais beaucoup, je lisais, donc on avait un bouquin sur les maisons conteneurs, je trouvais des vidéos, je cherchais, j'ai aussi beaucoup internet, beaucoup internet, pas mal aussi les copains à qui je demandais conseil. Ils venaient pas forcément, mais je demandais. Ensuite un mec il savait pas, il me disait appelle plutôt lui, ainsi de suite. C'était vraiment nous fournisseurs aussi, beaucoup les fournisseurs. J'étais chiant sur ça, mais je demandais beaucoup aux fournisseurs comment ça marchait. Et puis la curiosité aussi, faut être hyper curieux. Donc moi je posais beaucoup de questions. On allait beaucoup chercher les petits détails pour essayer de mettre le plus de chances de notre côté, de pas faire d'erreur. Et puis la communauté Instagram conteneur. Beaucoup, bien sûr. Parce que les autres copains qui construisent en conteneur et qui font comme nous, qui partagent vachement sur Instagram, parce que ça c'est vrai que puis, en général on se suit tous, donc soit il y en a qui sont déjà passés par là, soit il y en a qui vont passer par là, et du coup même si on n'a pas tous les mêmes techniques, ça se rapproche quand même, c'est souvent les mêmes matériaux, il n'y a pas non plus 1500 solutions quand on a des conteneurs, donc c'est vrai que ça a beaucoup aidé aussi. Tout ça mélangé faisait que sur chaque poste, au moment où on faisait le poste, on avait beaucoup d'infos,
Et puis bah Après, ça a là, roulé tu après. fais Hein. déjà- On nous avait dit faites un planning, faites un match. On n'a pas fait on l'avait dans nos têtes quoi. On n'a pas écrit, on n'a pas tenu un calendrier. Juste on se disait bah voilà dans la logique tu fais ça en premier, tu fais ça ensuite et on stressait pas. On disait on va faire poste par poste. On prenait, on faisait, on finissait. On prenait, on faisait, on finissait. Et on a avancé comme ça. Jusqu'au bout, genre, on faisait vraiment, on finissait le poste, on n'allait pas se disperser à droite à gauche à dire, voilà, même si ça devenait long et dur, on se disait, faut qu'on finisse ça sera fait, ça sera fini, et on ira passer à autre chose. Et voilà comme on a avancé mois par mois, et surtout on se mettait des objectifs à dire cette semaine de vacances, on doit faire ça, ça doit être fini dimanche prochain, quoi. Voilà, on s'était juste mis des objectifs temps, dans le sens où vu qu'on avait programmé une semaine de vacances par mois, on s'était dit, bah, là sur une semaine, il faut qu'on fasse la toiture, là sur une semaine, il faut qu'on finisse l'isolation extérieure, là sur cette semaine-là, il faudra qu'on fasse la terrasse. C'était plus comme ça, mais encore une fois, toutes nos semaines de vacances, il a plu. Genre les seules semaines du mois où il pleuvait, c'était nos semaines de vacances. Donc encore une fois, on a dû s'adapter. Mais en vrai, l'adaptation, c'est juste de bosser sous la pluie. On n'a pas changé le programme. C'est juste que du coup, on était bien sous la flotte, mais c'est tout. Et les travaux, des fois, ça gueule, ça se parle un peu mal. C'est normal, hein, dans une journée entière de 11 heures de chantier. En couple, il y a toujours, en couple, c'est. Mais il faut faire attention, je pense, voilà, essayer d'écouter aussi un peu l'autre. La vie sur le chantier, c'est pas la vie à la maison, quoi. Enfin, même si des fois on n'était pas d'accord sur le chantier, une fois qu'on est parti du chantier à la maison, tu vois, enfin, On essayait de. il y a plus d'amertume, quoi. C'est fini, c'est chantier, mais. Essayez d'essayer de pas parler que de ça, quoi. On a essayé de faire attention. Moi, j'ai mis mon caractère de merde de côté. On a essayé de se calmer un peu. J'ai tendance à être un peu brouillon, alors que lui, il est hyper carré. Et, c'est vrai que moi, il fallait que je m'adapte. Et puis, de toute façon, on pouvait pas faire une maison brouillon, hein, donc c'était à moi de m'adapter à lui. Puis des fois, t'as envie que ça aille vite aussi. Ouais, Genre, des fois, du coup, j'essayais de la canaliser, lui dire, ça va aller vite, mais ça va aller vite si on est organisé et si on prend notre temps de le faire. Parce que si dans 2 ans, on doit recommencer, ça servira à rien, en fait. Donc, des fois, je lui disais, je sais que t'as envie d'y être, mais tranquille, le chat, on va se poser, il faut qu'on avance, on peut pas aller plus vite. Ce soir, ça sera pas fini, donc voilà. C'est vrai que chacun avait un peu son rôle. Lui, ça a été le maître d'œuvre dès le départ, c'est-à-dire que c'est lui qui mettait au point les techniques, qui réfléchissait à la mise en œuvre, à la pratique. Et moi, j'étais plus logistique, c'est-à-dire que moi, j'étais plus sur les devis, les premiers contacts avec certaines entreprises. Effectivement, j'avais l'impression qu'ils me voyaient arriver et puis qu'ils se disaient, elle y connaît rien. Sauf qu'effectivement, quand on commençait à discuter et puis qu'ils voyaient que j'étais quand même pas calée, mais que je savais de quoi je parlais, là, tout de suite, on commençait un peu plus à me faire confiance. Et puis dans le sens où on a travaillé avec les mêmes entreprises à peu près du début à la fin. Après, voilà, j'ai réussi à me faire une place. Donc moi, j'étais plus administratif et logistique matériaux. Et puis après, j'étais manard sur le chantier. Non, pas du tout. Non, je rigole. Par exemple, le matin, je disais, là, on va faire comme ça. Voilà. Et une fois qu'elle avait compris le truc, après, elle envoyait, quoi. Et puis chacun avait sa tâche. Genre, je la laissais souder. Et je t'ai laissé, enfin, t'as presque tout soudé. Parce que moi, j'aimais bien, mais sans plus non plus. Je sais faire, j'aime bien. Mais voilà, elle a bien kiffé. Et puis, elle y arrivait super bien. Du coup, elle soudait. Moi, je préparais tout. Je disquais. Parce que la disqueuse, bah voilà, c'est toujours pareil. Chacun aime bien les trucs. Elle avait peur un peu de la disqueuse. Elle aimait pas trop. Je l'utilisais, mais on va dire que toutes les découpes hautes, je les faisais pas. Ouais, Moi, je faisais tout ce qui était en bas. Donc voilà, chacun avait son petit truc et franchement, ça tournait fort et qu'elle avait pas peur. Elle avait pas peur de faire, quoi, d'essayer. Je disais, vas-y, pas plus bête que quelqu'un d'autre, fais-le et tout. Et une fois qu'elle avait pris confiance dans ce qu'elle faisait, et après elle envoyait et puis c'était fait, quoi. Plus ça avance, plus il y a des postes que tu as envie de faire, de voir ce que ça va donner. Et du coup, tu t'es motivé en permanence, jusqu'à que tu arrives au détail. Et alors ça, c'est ultra chiant. T'as l'impression que ça avance plus, alors que si, mais parce que c'est des trucs minutieux, c'est long, c'est fastidieux, c'est... Pour le coup, d'être pendant cette période de confinement alterné, bah au final, nous, franchement, égoïstement parlant, c'était bien, parce que déjà, ça nous a libéré un peu de temps, et
encore une fois, on est toujours, t'es pas frustré de pas faire autre chose en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pas sortir au resto. Tu vois tes potes, au final, parce qu'il y a toujours cette petite jalousie, tes potes ils partent et tout, et au final toi, il y a pas de sport, il y a pas de voyage. En fait, t'as que ça à faire. Et limite nous, on l'a mieux vécu parce qu'on avait un but, on avait un objectif, et pendant que d'autres malheureusement, on en avait beaucoup moins ou pouvaient pas faire ce qu'ils aimaient. Et du coup, limite nous, c'est bien tombé quoi. On a vécu des années Covid là, au final c'était plutôt pas mal, tu vois. On a fait la maison, mais maintenant que c'est toujours là. Maintenant, il y a d'autres projets, c'est cool, mais voilà. C'est cool. Bon, j'espère que la visite vous a plu. Ils ont aussi une page Insta, si vous voulez aller voir, je vous mets le lien dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et nous on vous dit À bientôt les pingouins.